Mon enfance a été plutôt tranquille. Je suis la fille de deux Bretons merveilleux. Pendant mes premières années, nous avons beaucoup déménagé. Je suis née en Guyane française, même si toute ma famille venait de Bretagne. Après un an là-bas, nous sommes partis en Nouvelle-Calédonie pour 2 ans avant de revenir en métropole quand j'avais 4 ans. En Bretagne, nous avons encore changé de ville 6 ou 7 fois. Mon père était fonctionnaire, alors il était muté régulièrement. Jusqu'à mes 10 ans, ce fut cette folie de déménagement constant. Ensuite, nous sommes retournés dans la ville natale de mes parents, et c'est là que j'ai vraiment grandi jusqu'à mes 17 ans. C'est là que j'ai créé des racines, que j'ai eu mes amitiés d'enfance, que j'ai toujours aujourd'hui. Toute mon adolescence, mon premier petit ami, pendant mon adolescence, il y a eu une période difficile de quelques années où j'ai vécu une situation compliquée avec quelqu'un de l'entourage familial. C'était un ami proche de mon père. Je n'ai jamais eu le courage d'en parler à personne à l'époque. C'est une blessure que j'ai portée longtemps, jusqu'à ce que je puisse enfin la traiter en thérapie des années plus tard. À 16 ans, j'ai eu mon premier petit ami. C'est lui qui m'a aidé à sortir de cette situation difficile. Nous sommes restés ensemble jusqu'à mes 17 ans. Mon adolescence dans cette petite ville bretonne a été géniale. J'ai des milliers de souvenirs merveilleux avec mes amis. Ce petit ami avait un profil très jaloux, possessif, avec un côté un peu agressif. Je n'avais pas la maturité pour le reconnaître à l'époque, mais j'étais complètement amoureuse et dans ma tête, c'était normal puisque c'était ma première relation. Un jour, j'ai décidé que je voulais partir. J'ai parlé à mes parents de mon envie de quitter la France. J'ai acheté un billet pour l'Angleterre. Je ne l'ai prévenu qu'une semaine avant mon départ, par peur de sa réaction. Il a beaucoup pleuré et a demandé à venir. Je lui ai dit d'attendre que je m'installe. Le jour de mon arrivée à Londres, je l'ai appelé et j'ai rompu. Je me suis sentie complètement libre. J'ai été cruelle dans mes mots. J'avais découvert juste avant de partir qu'il m'avait trompée. Je lui ai dit: Tu te souviens quand je te disais que je ne savais pas comment serait ma vie sans toi? Eh bien maintenant je sais et j'aime ça et je ne veux plus de toi. Je suis restée 6 mois en Angleterre. Je travaillais beaucoup, j'ai rencontré des gens. Puis j'ai eu des problèmes avec l'immigration parce que je travaillais sans autorisation et j'ai été renvoyée en France. Quand je suis revenue en Bretagne, je ne me reconnaissais plus dans cette petite ville de 4 500 habitants. Un an plus tard, j'ai décidé d'obtenir un visa touristique pour les États-Unis. Après quelques difficultés au consulat, j'ai finalement obtenu mon visa. Je suis partie pour New York en février 2005. J'avais contacté un ami d'enfance qui vivait là-bas. Il m'a dit que je pouvais loger chez lui, mais qu'il partageait son appartement avec 3 autres garçons. L'un d'eux était en couple, et sa copine avait dit qu'elle ne voulait pas me parler, qu'elle était jalouse. Quelques jours après mon arrivée, il y avait une fête. Je n'étais pas invitée, alors j'ai dit au garçon d'y aller tranquillement. Celui qui est resté, c'était justement celui qui avait la copine. Il n'était pas allé chez elle parce qu'il neigeait trop ce jour-là. On est resté à discuter, à boire des bières Corona. On créait une vraie connexion. Puis il a fait un pari stupide. Si je devine la couleur de ta culotte, tu me donnes un baiser. Il a deviné. Il m'a embrassée. Oui, c'était mal, il avait une copine. Mais il m'a dit que c'était déjà fini entre eux. Quelques jours plus tard, il a rompu avec elle. Entre-temps, j'avais trouvé du travail dans une autre ville, à environ 80 kilomètres. On a gardé contact sur MSN pendant 6 mois. Un jour, il m'a envoyé un message disant qu'il était dans ma ville. On s'est vus, on s'est embrassés
Et depuis ce jour, on ne s'est plus quitté. On n'a jamais eu de demande officielle en couple, mais on a commencé à se voir chaque semaine. 1 an plus tard, on a décidé d'emménager ensemble. Au début, tout allait bien, mais j'ai commencé à développer une obsession pour le ménage. Je me disputais avec lui constamment. Il me disait que ce n'était pas normal. Son père était malade à l'époque, il avait un cancer, c'était compliqué pour lui. Heureusement, il a pu régulariser sa situation administrative et obtenir sa green card. Il a pu rentrer voir son père. Le cancer n'était pas aussi agressif qu'on le pensait, le traitement a fonctionné. Un jour, il m'a emmené à New York, soi-disant pour me faire visiter. En fait, il m'a amené chez un psychiatre. J'ai pleuré pendant toute la consultation sans vraiment savoir pourquoi. J'ai commencé un traitement antidépresseur et une thérapie pour mon obsession du ménage. On s'entendait bien, mais on était haut et vain. Lui était très casanier, calme. Moi, j'aimais sortir, faire des choses nouvelles. 3 ans après notre rencontre, je suis tombée enceinte de notre premier enfant. C'était complètement inattendu. Je n'avais jamais imaginé avoir un enfant. J'ai beaucoup pleuré en l'apprenant. Un peu avant, il avait dit lors d'une fête « L'année prochaine, je serai père, avec ou sans toi ». Alors quand j'ai découvert la grossesse, tout le monde plaisantait en disant qu'il m'avait piégée. La grossesse s'est bien passée, mais l'accouchement a été traumatisant. J'ai développé une pré-éclampsie. Aux États-Unis, ils privilégient l'accouchement naturel, mais dans mon cas, c'était une urgence. J'ai finalement accouché après presque 11 heures de travail. Mon fils est né en bonne santé, mais j'ai dû aller en soins intensifs. Quelques jours après ma sortie, en tenant mon fils dans mes bras, l'amour maternel est vraiment né en moi. C'était inexplicable. Après la naissance, notre couple a commencé à se détériorer. Il a perdu son rôle de mari et n'est devenu que père. Il était un père excellent. Mais comme mari, on s'est complètement déconnecté. Je voulais sortir, voyager, et lui voulait juste rester tranquille à la maison. Quand on venait en France voir la famille, je lui proposais de sortir juste nous deux, et il répondait « Sortir juste nous deux, pourquoi faire ?» Un événement a marqué le début de la fin. Nous avions un ami qui venait régulièrement au Brésil pour rendre visite à sa famille. Il trompait sa femme systématiquement. Je connaissais par hasard une des femmes avec qui il avait été. Puis il y a eu une grosse dispute dans leur couple, il l'a menacée. Les gens ont commencé à tout lui raconter. Comme j'étais la seule avec une preuve concrète, elle m'a contactée sur Facebook Messenger. Elle vivait une situation terrible, dormant sur un matelas simple avec sa fille. Je lui ai confirmé ce qu'elle savait déjà. Le mari l'a appris. Un soir, il est venu chez nous, complètement ivre. C'était un homme immense, très fort. Il a crié sur moi, m'a menacé de mort, moi et ma famille. Mon mari était là et n'a absolument rien fait. Il a juste regardé. Le lendemain, je lui ai dit que je ne voulais plus jamais avoir de contact avec ces gens. Mais le jour suivant, mon mari est parti travailler avec cet homme. Quand j'ai découvert ça via un message sur son téléphone, j'ai pleuré la fin de notre mariage. Je me suis sentie complètement seule. Je n'avais pas besoin de lui financièrement, mais je pensais avoir un homme à mes côtés pour me défendre. Ce jour-là, j'ai perdu tout respect pour lui en tant qu'homme. Après cet incident, je lui ai demandé de partir. Il est parti 2 jours, puis est revenu en promettant de changer. Avec un jeune enfant, j'ai accepté d'essayer. Les choses se sont améliorées pendant 2 ou 3 ans. Mon fils réclamait un frère ou une sœur, alors on a décidé d'essayer. Je suis tombée enceinte immédiatement. Mais dès que je suis tombée enceinte, j'ai eu la certitude que je ne voulais plus de cette relation. Ma fille est née.
On a acheté une maison, on l'a entièrement rénovée. Quand il a fallu y emménager, j'ai complètement bloqué. Je lui ai dit que je voulais divorcer. En fait, on n'a jamais été mariés officiellement, on vivait juste ensemble. Il m'avait demandé en mariage 2 fois, une fois sur une plage au Brésil, mais on ne s'est jamais vraiment mariés. J'ai dit qu'il valait mieux vendre la maison avant même d'y emménager. Je suis partie au Brésil une semaine pour chercher des opportunités professionnelles. J'ai trouvé un magasin de peinture à vendre, mais je trouvais injuste de le séparer de ses enfants. Il était un père extraordinaire. Je l'ai appelé. J'ai une proposition à te faire. Tu veux être mon associé? Il a dit oui et est venu voir. On a acheté le magasin ensemble. Je suis revenue aux États-Unis, puis 1 mois plus tard, je suis repartie au Brésil pour gérer le magasin. Avant, on a fait un voyage en famille à Cancun. On était déjà séparés. On dormait dans des lits séparés. Ça s'est très bien passé, on s'est respectés. Il est resté 6 mois aux États-Unis pour tout liquider, puis il est revenu au Brésil. Il a habité chez moi 2 mois avant de trouver son appartement. Pendant cette période, il a réalisé qu'il ne voulait plus partir, mais il ne m'a jamais vraiment demandé de réessayer. J'ai fait une grosse crise d'anxiété en lui demandant de partir. Ce jour-là, il a compris et a trouvé miraculeusement un appartement. Depuis, on a continué à travailler ensemble. On a toujours su séparer les choses. Le travail, c'était le travail, et les enfants, c'était les enfants. Nos enfants ne nous ont jamais vus nous disputer sérieusement. 2 ans se sont écoulés, de 2018 à 2021. Je suis restée célibataire. J'ai rencontré quelques personnes. Il y a eu cette relation de 2 mois merveilleuse que j'ai mentionnée, mais après, lui, je ne me suis plus vraiment intéressée à personne. J'avais tendance à tomber amoureuse très vite et à me désintéresser encore plus vite. Puis en 2021, j'ai rencontré quelqu'un sur Instagram. Il m'a ajoutée et on a commencé à discuter. J'étais à un moment de ma vie où j'étais prête pour une nouvelle relation. Il est venu avec une approche sympa et drôle. C'était un peu avant Pâques. On a décidé de se voir. Il habitait à environ 80 km d'ici. On s'est retrouvés un mardi soir. C'était très agréable. Il m'a raconté son histoire. Il m'a dit qu'il avait eu 2 relations, un premier mariage dont il avait eu 3 enfants, puis une deuxième relation qui n'avait pas duré longtemps et qu'il avait un enfant avec elle, mais que c'était un accident. On s'est identifié dans ces conversations sur les accidents avec les enfants, les mariages et les relations. On s'est embrassé, le baiser était parfait. On a prévu de se revoir le jeudi. Ce jeudi-là, il m'a envoyé un message disant qu'il devrait peut-être annuler parce que la mère de son petit dernier avait eu un accident de voiture. Il travaillait dans la santé, aux urgences, alors il était allé les aider. Il m'a dit qu'il lui avait prêté sa voiture parce que la sienne devait aller au garage pour l'assurance. Finalement, plus tard, il m'a dit qu'il viendrait quand même. Il est arrivé, la voiture était effectivement abîmée. On est allé dans un bar, on a beaucoup parlé, on se connectait de plus en plus. Il a dormi chez moi cette nuit-là. Le week-end suivant, c'était mon week-end avec mes enfants. La garde est partagée, une semaine avec moi, une semaine avec leur père. On ne s'est pas vus, mais on s'est parlé constamment par téléphone. La semaine suivante, pendant qu'on discutait au téléphone, j'ai reçu un message de lui avec un joli texte qui se terminait par « Je t'aime ». J'ai avalé difficilement. Mon ex était en face de moi. Je ne savais pas quoi faire. Ça ne faisait qu'1 semaine qu'on se voyait. 15 jours après, il est venu chez moi et m'a dit qu'il voulait me parler. J'ai cru qu'il allait rompre, mais il m'a dit
j'aime beaucoup être avec toi. Tu es une femme incroyable. Je ne veux pas rester juste comme ça. Tu veux être ma petite amie? Et il a sorti une bague. C'était très romantique. J'ai dit oui, très émue. On a commencé à sortir officiellement ensemble. Je suis très active sur Instagram et les réseaux sociaux, mais je ne postais jamais rien sans sa permission. Le temps passait et quand je lui demandais si je pouvais poster des photos de nous, il disait oui, mais il ne les repartageait jamais. Quand je lui demandais pourquoi, il répondait: mes enfants sont grands, j'ai peur de leur réaction, je veux te présenter à eux en personne d'abord. En juillet, on était chez moi, il avait beaucoup bu et s'est endormi. Quelque chose me dérangeait concernant les réseaux sociaux. J'ai pris son téléphone, il m'avait donné son code. Je pense qu'il n'imaginait pas que je fouillerais vraiment. J'ai commencé à regarder ses messages Instagram. J'ai découvert qu'il était sur des sites de rencontres. Il ajoutait des filles de ces sites sur Instagram et leur envoyait des messages. On sort ensemble? On va au motel? On va prendre un verre? Il y avait au moins 7 ou 8 femmes différentes juste sur Instagram. Sur WhatsApp, j'ai identifié 2 conversations similaires. J'ai pris des captures d'écran de toutes les conversations. Je me les suis envoyées, puis j'ai tout effacé de son téléphone comme si je n'avais jamais rien vu. Le lendemain, quand il est parti travailler, j'ai attendu une demi-heure pour être sûre qu'il soit loin, puis je lui ai envoyé toutes les captures d'écran. Mon téléphone a immédiatement sonné. Je n'ai pas répondu. J'étais très déçue, très triste. 10 minutes plus tard, il m'envoie une photo de sa voiture accidentée. Il avait eu un accident. Je pense qu'il voulait en quelque sorte me culpabiliser. Je lui ai répondu: demande à l'un de tes contacts de t'aider, ne me demande pas d'aide. Il a essayé de m'appeler toute la journée. Je n'ai pas répondu. En fin d'après-midi, il m'a envoyé un texte gigantesque expliquant à quel point il avait honte, qu'il regrettait, que j'étais une femme fantastique, une partenaire incroyable, qu'il avait peur de me perdre. Il disait qu'il avait besoin de cette validation personnelle, parce qu'il n'avait pas un corps parfait, qu'il était en surpoids, que son ventre tombait. Il s'est dévalorisé pour dire que j'étais une femme au-dessus de la moyenne et que c'est pour ça qu'il avait peur de me perdre. Dans cette peur, il avait cherché d'autres femmes juste pour flatter son ego, mais qu'il n'avait consommé aucun acte qu'il pouvait me le prouver. Il a même envoyé un message à l'une des filles de WhatsApp qui a confirmé qu'ils n'étaient jamais vraiment sortis ensemble. Il m'envoyait toutes les preuves. Le soir, il est rentré à la maison. On vivait pratiquement ensemble à ce moment-là. Il a pleuré, m'a supplié de lui pardonner. On est allé faire un tour, je ne voulais pas parler devant mes enfants. Il a tout répété. J'ai fini par comprendre un peu son point de vue et j'ai décidé de pardonner. Le temps a passé. En septembre, c'était mon anniversaire. Puis est arrivé le week-end du 15 août. J'ai décidé de le présenter à ma famille. Je ne vis pas dans la région où vit ma famille, alors je l'ai emmené en Bretagne pour rencontrer tout le monde. C'est quelque chose de très important pour moi. Si je présente quelqu'un à ma famille, c'est que je tiens vraiment à lui. Même le père de mes enfants, j'ai mis du temps avant de le présenter à ma famille. Il s'est super bien entendu avec tout le monde. Il était manipulateur, mais tout le monde l'adorait. Le 4 septembre, il est sorti avec mon cousin pour voir une vieille voiture. Quand ils sont revenus, il avait un énorme bouquet de roses. Tout le monde a commencé à applaudir et crier. Il s'est agenouillé et m'a demandé en mariage devant toute ma famille. Il devait y avoir au moins 20 personnes. J'ai accepté. On était fiancés. Mais on n'était toujours pas officiel.
sur les réseaux sociaux parce qu'il n'avait toujours pas présenté ses enfants. J'ai commencé à questionner. Pourquoi tu m'as demandé en mariage si je ne connais même pas encore tes enfants? En octobre, il a enfin amené ses 3 enfants de son premier mariage pour que je les rencontre. Ces 3 enfants sont simplement merveilleux. Ils se sont très bien entendus avec mes enfants. Je voyais une grande famille se former. Et après ça, il m'a enfin assumé sur les réseaux sociaux. On est allé en Bretagne pour Noël. Il a emmené ses enfants. Ils ont passé Noël avec ma famille. C'était incroyable, un Noël merveilleux. En février, la mère de ses enfants du premier mariage m'a envoyé plein de captures d'écran. C'était des messages où il lui demandait de revenir avec lui parce que apparemment il avait découvert qu'elle voyait quelqu'un d'autre. Il lui disait qu'il l'aimait, essayait de fixer des rendez-vous avec elle. Et elle répondait aussi à ses avances. Elle m'a envoyé plusieurs conversations. Je pense qu'à un moment, leur rendez-vous a mal tourné. Ils se sont disputés et dans un pic de colère, elle m'a envoyé ça pour ruiner sa vie. Quand j'ai vu ces captures d'écran, ma famille était à la maison en vacances. Il était à la plage avec ma famille et ses enfants. Je lui ai juste envoyé les captures d'écran et écrit « Ne fais pas de scandale, mais quand tu rentreras, tes affaires seront prêtes, celles des enfants aussi. Tu vas inventer une excuse, dire que tu dois ramener les enfants et que tu dois aller travailler. Tu vas tout prendre et partir. Et une fois que tu seras parti, je vais te bloquer et je ne veux plus jamais te revoir. » C'est exactement ce qui s'est passé. Il est rentré blanc comme un linge. Ma mère était là. Je l'ai juste regardé et j'ai dit « Ne dis rien ». J'ai gardé mon calme, j'ai été très froide. À l'intérieur, j'étais détruite, mais à l'extérieur, j'étais glaciale. Il est parti, s'est réfugié chez sa mère. Il m'a appelé toute la journée, m'a envoyé des messages. Je l'ai bloqué. Il m'envoyait des messages depuis le téléphone de sa mère. Sa mère m'a même appelé. Mon Dieu, ce garçon va mourir, parle-lui. J'ai refusé. Ma famille danse est partie et les choses peut-être se sont calmées à la maison. Puis il est apparu chez moi. S'il te plaît, parlons. Je ne peux pas vivre sans toi, pardonne-moi. Je peux te prouver qu'elle ment, qu'elle veut détruire notre relation. Je peux t'emmener chez elle maintenant pour te montrer qu'elle ment. Je savais qu'il mentait, mais parfois on se convainc que c'est vrai pour le bien de la famille, qu'on a déjà créé, pour le mariage prévu, pour les enfants qui s'entendaient déjà bien ensemble. Je me suis dit que peut-être après ce choc, il changerait enfin. Pourquoi? Parce que malgré toutes ces folies, toutes ces trahisons, c'était quelqu'un de très présent. Il m'a toujours soutenue dans tout. Il m'encourageait constamment. Comme il était dans le secteur de la santé, il m'a encouragée à chercher quelque chose dans ce domaine aussi. Il m'a poussée à m'inscrire à des formations. Quand je lui ai dit que je voulais faire un cours de photographie, il a cherché avec moi, m'a dit « Fais celui-là, fais celui-ci ». C'était quelque chose à considérer au moment de cette dispute. J'ai décidé d'essayer encore une fois. Le temps a passé, on s'est reconnecté. Pour mon anniversaire en août, il m'a offert le chien de mes rêves. Les choses ont recommencé à bien aller. Toujours assumé sur les réseaux sociaux, des déclarations pas exagérées, mais normales, acceptables. Il travaillait beaucoup, faisait beaucoup de garde. Le temps passait. On a passé la Saint-Valentin ensemble. On est allé dans une belle ville pas loin. En août, j'ai reçu mon chien. Septembre, octobre, novembre sont arrivés. En novembre, lors d'un week-end férié, sa fille aînée du premier mariage était à la maison. Il a décidé d'amener le petit du deuxième couple. Ce petit avait 2 ans et demi. Il l'a amené, on a passé la journée ensemble. Puis il a dit qu'il devait le ramener à sa mère parce que l'enfant était très attaché à elle et qu'elle s'inquiétait et qu'il était encore trop petit pour dormir ailleurs.
J'ai dit que c'était normal. Il a ramené l'enfant et a dit qu'il allait travailler, qu'il avait une garde. Sa fille est restée chez moi. Elle m'a dit: «Oh, je suis allée à la fête d'anniversaire du petit.» J'ai demandé: «Comment ça tu es allée à sa fête d'anniversaire?» Elle a répondu: «Oui, c'était tel jour et papa était là. Je lui ai envoyé un message: Écoute, tu es allée à l'anniversaire de l'enfant parce qu'il m'avait dit que la mère allait faire une fête, mais qu'il n'irait pas car il ne se sentait pas à l'aise d'y aller seul sans moi et qu'elle n'était pas encore à l'aise avec ma présence. Donc il avait décidé de ne pas y aller, mais il avait aidé financièrement. Quand sa fille m'a parlé de la fête, mais il a dit: Non, n'écoute pas ce qu'elle dit, elle délire, c'était une autre fête, une autre fois.» Je suis restée avec ça en tête. Le temps a passé, on est retourné en Bretagne pour Noël et Nouvel An, tout s'est très bien passé, trop bien même. En janvier, on avait prévu un voyage dans le sud de la France. On a passé 7 jours merveilleux. On se réveillait et on faisait directement des activités. Notre harmonie était très grande, on aimait les mêmes choses. On est rentré, on a passé le carnaval ensemble aussi. Puis un peu après, une femme m'a ajouté sur Instagram. Je l'ai regardé. On n'avait personne en commun. Je n'ai pas accepté. Quelques jours plus tard, elle a redemandé à m'ajouter. Je trouvais ça étrange, mais je n'ai pas accepté parce qu'elle ne m'envoyait pas de message. Elle voulait juste voir mon compte. La troisième fois, je suis allée voir son Instagram. Il était public, il n'y avait aucune photo, rien. Mais j'ai regardé les photos où elle était taguée. Quand j'ai regardé cette entreprise, cette salle de fête qui avait organisé la fête du petit dont sa fille parlait, l'avait taguée sur une publication. Sur la photo, il y avait la mère du petit, le petit, mon fiancé, en train de chanter Joyeux anniversaire. Il portait un t-shirt qu'il avait utilisé dans le sud avec moi. Il m'avait dit: Je suis passé devant une boutique, j'ai adoré ce t-shirt et je l'ai acheté. J'ai pris une capture d'écran, je la lui ai envoyée. Il était au travail. Je lui ai dit: Maintenant tu vas devoir m'expliquer. Je savais déjà quelle serait sa réponse. J'ai décidé d'y aller, mais j'avais peur de te le dire. Et c'est exactement ce qu'il a dit. Il a expliqué qu'elle l'avait poussé, qu'il était allé mais était rentré très tôt. Le jour de la fête, il était chez moi à 19 heures. Il a dit qu'il était parti du travail, était juste passé là-bas, avait embrassé l'enfant, pris cette photo par malchance. C'était acceptable comme excuse, mais il n'avait pas besoin de ce mensonge. J'étais contrariée, mais ça a passé. Mais j'ai décidé d'envoyer un message à cette femme. Je lui ai dit: Je ne sais pas qui vous êtes, mais c'est grâce à votre Instagram que j'ai découvert qu'il m'avait menti et qu'il était à la fête de l'enfant. Elle m'a répondu en demandant: Qu'est-ce que vous êtes pour lui? Elle a mis un jour à répondre. J'étais dans le parking de l'école de ma fille, vers 17h40. J'allais la chercher quand j'ai vu le message: Qu'est-ce que vous êtes pour lui? Avec ma bague de fiançailles à la main, j'ai répondu: Je suis sa petite amie. Elle a demandé: Depuis combien de temps? J'ai dit: 2 ans. Elle a répondu: Eh bien, j'ai quelque chose à vous dire. Il est marié avec ma belle-fille et elle est enceinte de 7 mois. C'est une grossesse à risque. J'ai pris le téléphone, je l'ai regardé. Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait. D'une certaine façon, j'étais même soulagée parce que cette petite voix qui résonnait dans ma tête avait raison. J'ai pensé: Mon Dieu, j'avais raison tout ce temps. J'ai suivi le flux du parking. J'ai récupéré ma fille et je suis rentrée. Elle m'a envoyé un message. Je vais vous demander quelque chose. J'aimerais que vous ne lui disiez rien ce soir parce qu'elle est à Paris pour faire des examens. C'est vraiment une grossesse à risque. Elle est seule là-bas et je ne voudrais pas qu'elle la prenne maintenant. Je suis arrivée jusqu'à vous grâce à un détective privé
Ils ont embauché un détective pour le suivre. J'aimerais qu'elle rentre de Paris pour qu'on puisse s'asseoir et parler. Si vous voulez être là pour l'aider à lui dire, vous pouvez. Je lui ai répondu, écoutez, je comprends tout ce que vous vivez, mais il y a aussi un autre être humain de ce côté. Je ne peux pas faire semblant que vous ne m'avez pas donné cette information et dormir avec lui ce soir. Ça n'a aucun sens. Elle a dit, je sais, mais je pourrais vous demander autre chose. S'il vous plaît, restez avec lui. Le désespoir qu'elle avait de se débarrasser de lui était si grand qu'elle m'a demandé de rester avec lui pour qu'il laisse sa belle-fille tranquille. J'ai ignoré ce message et je ne lui ai rien envoyé, parce que j'imaginais qu'il allait déjà savoir ce qui se passait, puisque j'avais dit que je ne garderais pas cette information pour moi. Ce soir-là, une amie m'a appelée par coïncidence pour dîner. Je suis sortie dîner avec elle sans rien commenter. Quand je suis rentrée, il était là. Je ne sais pas s'il me suivait depuis le restaurant ou s'il attendait que je rentre. Quand je suis entrée, il est entré avec moi. Ce jour-là, j'avais bu 3 verres au restaurant. Je suis même rentrée avec le 3e en main. Quand je suis montée dans ma chambre, il est entré aussi. Ça m'a fait sursauter. Il a dit « S'il te plaît, parlons ». J'ai dit « Écoute, je n'ai rien à dire. Tu es mariée avec quelqu'un d'autre. Comment tu fais ça ? Tu me demandes en mariage comment on allait se marier ? Mon Dieu, elle est enceinte. » Un détail, tout le temps depuis qu'on se connaissait, il m'avait dit qu'il avait eu une vasectomie. Je ne me suis jamais protégée avec lui. Je n'ai jamais été enceinte. Mais il me demandait toujours de faire des tests de grossesse. Je disais, pourquoi faire un test ? Tu as eu une vasectomie, tu es fou. Il répondait, ah, peut-être qu'un jour on pourrait avoir un autre enfant si je n'avais pas eu de vasectomie. Dommage. Alors quand j'ai dit, elle est enceinte, il a répondu, comment elle peut être enceinte ? J'ai une vasectomie. J'ai dit, mon Dieu, arrête de mentir. Le masque est tombé. J'ai dit, assume tes conneries, sois un homme au moins une fois dans ta vie. Il a dit, ce n'est pas mon enfant. J'étais tellement offensée pour elle. Il a dit, l'enfant n'est pas de moi. Je lui ai donné une gifle. Je me souvenais qu'une fois il m'avait dit, si une femme me gifle un jour, je ne la regarde plus jamais. Cette conversation m'est revenue en tête à ce moment-là. Je lui ai donné une gifle, pas très forte. J'avais un verre à la main, je l'ai jeté sur lui et j'avais un peu de boisson dans la bouche. Je lui ai craché dessus. J'étais tellement en colère, c'était le sommet de ma rage dans toute ma vie. Je l'ai humilié de toutes les façons possibles. J'ai dit plein de choses sur lui. Le téléphone a sonné. C'était elle. J'ai dit « Réponds à ce téléphone ». Il a répondu. J'ai dit « Mets sur haut-parleur, je veux entendre ». Elle essayait de lui parler. Il criait « C'est fini !» Je ne supportais plus cette histoire. Je ne supportais plus cette situation. Dieu merci, c'est fini. Je ne veux pas rester avec toi. Je veux rester avec Stéphanie. J'aime Stéphanie. Je n'arrive pas à croire que c'est en train de se terminer. Comme s'il était dans une très grande agonie, donnant l'impression qu'il m'avait rencontré et était tombé amoureux de moi, que c'était une erreur de tomber amoureux de moi, mais qu'il n'avait pas pu se contrôler et qu'il ne voulait plus se séparer de moi. Il a aussi dit qu'il avait déjà essayé de se séparer d'elle en juillet, mais qu'elle n'avait pas accepté, qu'ils avaient décidé de réessayer, qu'il avait cédé, et c'est à ce moment-là qu'elle était tombée enceinte. J'ai demandé si c'était vrai et elle a dit oui. Il marchait de long en large dans la chambre comme un fou. J'ai passé mon numéro à elle par son téléphone et lui ai demandé de m'appeler le lendemain pour qu'on puisse parler. Je lui ai demandé de partir. J'ai dit
Si tu ne pars pas, je vais appeler notre ami qui est policier et il viendra te sortir de force. Il a dit non, n'implique pas nos amis. Il est parti dormir dans un hôtel au coin de ma rue. Le lendemain, j'ai beaucoup parlé avec l'épouse. Elle voulait comprendre ce qui se passait et moi aussi. C'était une conversation d'au moins 3 heures au téléphone, mettant beaucoup de points sur les i. Ah, à telle époque, tel jour, il était avec toi alors. C'était ça. À un moment, je lui ai demandé: Tu n'as jamais douté qu'il avait quelqu'un d'autre? Parce que regarde, il était tout le temps avec moi. Elle a dit: Ah, mais il disait qu'il était de garde. J'ai dit: Mais qui est de garde 10 jours d'affilée? Son lieu de travail était dans la même ville où il vivait, donc ça n'avait aucun sens. J'ai réalisé qu'elle avait vraiment voulu croire à cette histoire et que mon entrée dans sa vie, à ce moment-là, était la pire chose possible parce qu'elle se confrontait à la possibilité de vraiment le perdre. Il lui avait dit qu'il ne voulait pas rester avec elle, même enceinte de 7 mois. Je lui ai posé des questions sur sa grossesse. Elle m'a dit que c'était un problème cardiaque ou quelque chose comme ça, mais que ça allait s'arranger. Après un moment, il est revenu me voir. Je ne suis plus avec elle. Je règle ma situation. J'ai dit: Règle ta situation, après on parlera si c'est ce que tu veux. Parce que je l'aimais encore. Et il ne vous laisse jamais tranquille un seul jour. Parce que si vous laissez en paix, vous commencez à perdre la victime. Un jour, il est arrivé et m'a dit: Regarde, j'ai déjà déposé la demande de dissolution de Pax. Il m'a montré. Il était allé voir une avocate, tout était là, et j'avais accès à son téléphone. Je regardais toujours. Il m'a donné son téléphone. Regarde, je n'ai pas changé le code, je n'ai rien changé, tu peux regarder. J'ai pris le téléphone, j'ai tout vérifié, fouillé devant lui. Quelques jours plus tard, j'ai décidé de revenir avec lui. Je me suis dit: Mon Dieu, après tout ça, je pense que maintenant on a lavé nos âmes et maintenant ça va marcher. Il a contacté l'ex-femme pour établir les jours de visite de l'enfant. Elle était encore enceinte et lui a dit que nous étions ensemble. Elle avait mon contact, donc parfois, quand elle devait lui envoyer un message et qu'il ne répondait pas parce qu'il était au football ou autre, elle m'envoyait un message: Stéphanie, demande-lui telle chose quand il rentrera. On avait une communication acceptable, humaine, polie. L'enfant est né. Elle est allée à Paris pour accoucher. Il ne voulait pas y aller. Il voulait que je l'accompagne à Paris. J'ai dit non, que ça ne me concernait pas, que je ne voulais pas. Il a dit qu'il n'irait pas non plus parce qu'il se sentait très coupable, très mal, qu'il n'était pas digne d'être là. Après la naissance, l'enfant est allé directement en soins intensifs. Il envoyait constamment des messages pour demander comment allait l'enfant et elle avait une communication active avec lui. J'étais toujours là à côté, voyant leur communication, sans me méfier, parce qu'il me tenait au courant de tout. 7 jours après, l'enfant est malheureusement décédé. Et le plus curieux, le prénom de l'enfant était celui que je lui avais dit que je donnerais à notre fils. Qui a choisi ce prénom? Je ne sais pas, je n'ai jamais voulu aborder ce sujet avec elle, c'est extrêmement délicat. Après le décès de l'enfant, il s'est occupé des funérailles. Il est allé à l'enterrement, il est revenu détruit. Il pleurait énormément. Je n'ai jamais vu un homme pleurer autant que ce jour-là. On s'est assis dans un coin de la maison et il m'a dit: Demande-moi tout ce que tu veux savoir, je vais te répondre. J'ai commencé à poser des questions. Tel jour, telle heure, telle chose. Il m'a tout raconté. J'ai senti de la vérité en lui à ce moment-là, qu'il essayait vraiment d'être un homme meilleur et de se racheter. Le temps a passé, la situation s'est refroidie, calmée, on a accepté la situation. J'avais déjà un voyage prévu pour Disney.
J'allais emmener ma fille à Disney. Il n'avait pas de visa, il n'avait pas les documents nécessaires. Après ma naturalisation américaine, ma fille et mon fils sont américains. Chez nous, tout le monde est américain, leur père aussi. Donc pour moi, c'est juste acheter un billet et partir, on n'a pas besoin de visa. Lui en avait besoin, il voulait nous accompagner. On était dans un moment délicat de notre vie, plus sensible émotionnellement. Il a dit « Je veux vous accompagner toutes les deux dans ce voyage ». J'ai dit « D'accord ». Il est allé demander un visa et a été refusé. Il avait tous les critères nécessaires. Pourtant, j'ai dit « La dame t'a juste dit non. Tu ne peux pas accepter un non. Tu dois demander pourquoi. » Il a dit qu'on lui avait dit qu'il ne pouvait pas contester. J'ai dit « D'accord ». Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai reporté le voyage d'avril. Je l'ai reporté à juillet pour l'anniversaire de ma fille. Elle a pleuré parce qu'elle était très impatiente. Mais elle a compris, c'était le temps dont il avait besoin pour tenter à nouveau d'obtenir le visa. Il devait aller à Paris pour tenter le visa. La veille, il est allé travailler. Sa voiture était je ne sais où, il l'avait prêtée à son frère. Il n'avait que ma voiture. Il est allé travailler avec ma voiture, a fait sa garde de nuit, est parti directement du travail à Lyon pour prendre un vol pour Paris. À Paris, il a dormi chez ma tante qui l'a accompagné pour tout. Ma tante était ma confidente. Elle connaissait toute l'histoire. Ils ont beaucoup parlé de tout ce qui s'était passé. Quand il rentrait, ma tante m'a envoyé un message. Stéphanie, il a vraiment beaucoup changé. Il est très déterminé à faire que ça marche entre vous. Ma tante est chrétienne, elle a très bon cœur, mais son visa a été refusé à nouveau. Quand il est rentré, on a discuté. J'ai dit « Écoute, je suis désolée, mais je ne vais pas reporter encore et rater son anniversaire. Ce serait vraiment injuste de lui dire qu'on n'y va pas maintenant. Je dois préciser quelque chose. Depuis la dernière fois où je suis revenue avec lui jusqu'à ce voyage à Disney en juillet, je savais déjà d'une certaine façon qu'on n'allait plus rester ensemble. Mais j'avais besoin d'être avec lui pour surmonter la situation plus facilement. Pendant ce temps, je me concentrais beaucoup sur les choses négatives qu'il faisait, parce que j'avais besoin de me détacher de lui. C'était peut-être bien ou mal, je ne sais pas, mais c'était la manière que j'avais trouvée pour me libérer de lui. Je me concentrais sur les petites choses négatives. Je commençais à être indifférente avec lui. Je sortais de la maison. Parfois, il rentrait. « Où es-tu » Je lui envoyais un message beaucoup plus tard. « Ah, je suis chez mon ami. J'ai oublié de te prévenir. » Son profil est extrêmement narcissique. Dans mes recherches, c'est un narcissique vulnérable, celui qui ressent vraiment les choses, qui tombe vraiment amoureux mais qui ne peut pas avoir qu'une seule personne. Il a besoin de la victime. Il a besoin de toujours avoir le contrôle. J'ai commencé à utiliser son propre poison contre lui. J'ai commencé à lui montrer qu'il n'avait plus le contrôle sur moi, que je ne me souciais pas s'il était près de moi ou non. Nos nuits n'étaient plus les mêmes. Je commençais à me déconnecter de lui. Il l'a remarqué. Il disait « Tu n'es plus la même, tu es différente ». Je disais « C'est parce que j'avale encore cette situation, j'essaie encore de digérer ». Je lui disais « Tu ne crois pas en moi, tu dois me faire confiance ». Je rejouais tout ce qu'il m'avait toujours fait. Je commençais à devenir moins intéressante pour lui parce qu'il perdait le contrôle. Et le narcissique, quand il perd le contrôle, perd l'intérêt. Je suis partie à Disney. Quand je suis arrivée, il a commencé à me bombarder de messages. « Pourquoi tu es là-bas seule? Tu vas rencontrer quelqu'un d'autre? Pourquoi ci, pourquoi ça ?» J'ai dit « Mon Dieu, je suis avec ma fille à Disney. Quelles sont les chances ?»
Il demandait: envoie une photo, montre-moi ta bague de fiançailles. Après tout ce qui s'était passé, j'avais jeté les bagues. Il en avait racheté une nouvelle pour recommencer. J'ai dit: écoute, tu veux savoir quoi? Je ne vais plus te parler jusqu'à mon retour parce que c'est insupportable. Tu ne vas pas me déranger. Je ne veux pas ça et on recommence quand je rentre. J'ai raccroché et c'est exactement ce que j'ai fait. Quand je devais répondre à quelque chose de très important concernant la maison, la routine, les chiens, je répondais. Sur nous, sur nos journées? Zéro. Je l'ai complètement ignoré. Pendant cette semaine, j'étais absente et il était seul à la maison. Il avait tout le temps du monde pour faire ce qu'il voulait. Et moi, je ne lui parlais pas. Alors c'était peut-être le paradis. Il pouvait faire ce qu'il voulait vraiment sans que je lui demande des comptes. Je suis revenue de Disney. J'ai ramené des souvenirs pour tout le monde, y compris pour les enfants du premier mariage et pour le petit du deuxième couple. J'avais déjà son contact. J'ai envoyé un message quelques jours après mon retour. J'étais à Disney, je ne sais pas si tu le sais, mais j'ai acheté un petit souvenir pour le petit et je voulais savoir si je peux le lui donner. Comment tu te sens par rapport à ça? Elle m'a répondu: je peux t'appeler? Quand elle a dit ça, je savais déjà qu'il y avait un problème. La veille, on était ensemble, tout allait bien. On vivait déjà ensemble définitivement. Il est parti le matin pour aller travailler. C'était vers 11 heures quand j'ai parlé avec elle. Elle m'a dit: il m'a contacté et il m'a dit que ça fait environ 2 mois que vous êtes séparés et qu'il est complètement sans vêtements parce que tu ne le laisses pas récupérer ses affaires chez toi. J'ai dit: ah bon? Il a dit ça? Elle a dit: oui. J'ai dit: pff. Elle a dit: mais vous êtes ensemble? J'ai répondu: autant que je sache, oui. Elle a dit: parce qu'on a fait une thérapie de couple la semaine dernière, pendant que tu étais en Floride, et ce matin aussi on était en thérapie de couple. J'ai dit: attends, ce matin il est sorti de chez moi, il a dit qu'il allait travailler et il était en thérapie de couple avec toi. Elle a dit: oui. En plus, tu savais qu'il avait un nouvel iPhone? J'ai dit: oui, c'est moi qui lui ai rapporté l'iPhone. Elle a dit: mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Donc il a encore menti. J'ai dit: mais la question est, à un moment, tu as pensé à demander si on était ensemble ou pas? Tu as juste cru sa parole? Elle a dit: non, mais on n'est pas revenus ensemble. Je réfléchis à revenir avec lui. J'ai dit: mais tu réfléchis à revenir avec lui en sachant qu'on était ensemble? Elle a dit: ah, mais il a dit que vous n'étiez pas ensemble. J'ai dit: mais tu n'en étais pas sûre. Donc dans ce cas, vous avez tort tous les deux. Mais à partir de maintenant, ce problème n'est plus le mien, c'est entièrement le tien. Elle a dit: tu dois me prouver que vous étiez ensemble? J'ai dit: qu'est-ce qu'il te faut? Elle a dit: des photos, des messages, n'importe quoi. J'ai dit: bien sûr, je vais tout envoyer. Je lui ai tout envoyé parce qu'elle avait besoin de ces preuves pour une raison quelconque. Je lui ai dit: à partir de maintenant, je ne veux plus de contact avec vous deux. Je veux que vous disparaissiez de ma vie. J'ai envoyé un message à lui, il était midi. J'ai juste écrit: disparaît de ma vie. C'était la dernière fois que je lui ai parlé. Il a évidemment essayé d'appeler. Je l'avais déjà bloqué. Elle n'a plus rien dit. En fait, elle m'a posé une autre question plus tard concernant lui. Je n'ai même pas répondu, j'ai complètement ignoré. Il a commencé à créer de faux comptes Instagram pour m'envoyer des messages. Son frère m'a appelé. Il fallait qu'il me contacte d'une manière ou d'une autre. C'était le 24 juillet 2023. J'allais commencer la fac, je devais étudier l'ergothérapie le 8 août. Un détail. En décembre de l'année précédente, j'avais vendu ma part du magasin au père de mes enfants. J'étais restée 6 mois à la maison.
juste à étudier ce que j'allais faire de ma vie, à me réorganiser mentalement. En août, je commençais ma fac sur ses encouragements. C'est lui qui m'avait encouragée à m'inscrire en ergothérapie. J'ai eu exactement 2 semaines entre la rupture et le début de la fac. J'ai regardé le calendrier et j'ai pensé, mon Dieu, 2 semaines, ce sont les 2 semaines où je vais souffrir. Après, j'oublie. Pendant ces 2 semaines, j'ai parlé de cet homme à tout le monde. J'ai raconté l'histoire. J'ai pleuré, j'ai bu, j'ai dépassé les limites. Mais jamais je ne l'ai contacté ni répondu. J'ai commencé la fac d'ergothérapie début août et j'ai commencé à tomber amoureuse de la profession. J'ai commencé à faire des formations en thérapie alternative. La première qui m'a passionnée, c'était l'hypnothérapie. Dans ce cours d'hypnothérapie, j'ai appris une technique qui s'appelle la ridiculisation. Vous prenez la personne ou la situation ou le mauvais souvenir et vous ridiculisez la personne, vous transformez cette personne en quelque chose de très drôle ou de très dégoûtant. Dans mon cas, je l'ai transformé en quelque chose de très dégoûtant. Chaque fois que je pensais à lui, je l'imaginais souriant avec les dents sales, puant très mauvais. Il était fumeur, donc il sentait vraiment mauvais. J'ai créé une image très dégoûtante et répugnante de lui. C'est une technique d'hypnose qu'il faut faire en transe. Chaque fois que je pensais à lui, je ne pouvais plus penser à lui de façon normale. Je l'imaginais juste de cette façon que l'hypnose avait créée. Ça a été une manière gigantesque de surmonter la situation. En septembre, j'ai fait cette formation. En novembre, je suis allée à New York régler des questions administratives sur des biens immobiliers qu'on avait. Il m'a envoyé un message sur WhatsApp demandant si j'avais ses documents en son passeport. Je n'ai pas répondu. Un peu avant, en octobre, j'ai rencontré quelqu'un et je suis sortie dîner avec lui. On s'est embrassé dans le bar. Quand on est sorti, la première voiture que j'ai vue garée de l'autre côté, côté de la rue, ressemblait beaucoup à la sienne, avec une personne qui lui ressemblait beaucoup dedans. J'ai eu un peu peur qu'il nous suive. Ce garçon m'a déposé devant chez moi. Il a attendu que j'entre. J'ai fermé toute la maison et j'ai envoyé un message à notre ami policier. J'ai vu quelqu'un qui lui ressemble à tel endroit. Tu es de service ? Il a dit oui, ne t'inquiète pas, appelle-moi si besoin. Le lendemain, j'ai reçu un message énorme, m'insultant entièrement, disant que je ne valais rien pour personne, que les gens voulaient juste m'utiliser, que je ne valais rien, que personne ne m'aimerait jamais. Plein de choses pour me dévaloriser, me rabaisser, parce qu'il pensait que de cette façon, j'allais répondre. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris une capture d'écran de ce message, je l'ai envoyé à sa femme et j'ai envoyé ma réponse par elle. J'ai dit, si tu veux, montre-lui cette réponse. J'ai écrit, tu n'as aucun droit de me parler comme ça. Efface-moi de ta vie, s'il te plaît. Reste où tu es, loin de ma vie, et efface tout ce qui me concerne, y compris un tatouage qu'il s'était fait pour moi. Une fois, j'avais fait un dessin pour lui, c'était une blague entre nous. Il l'avait tatoué. J'ai dit, efface même ce tatouage que tu t'es fait pour moi. Elle a même demandé, il a un tatouage avec toi, pour toi ? Je n'ai pas répondu. J'ai juste dit, je veux de la distance de vous deux. Après ça, plein de faux comptes me suivaient, voulaient me parler. Son frère m'a ajouté des amis, une ex-belle-sœur. Tout le monde m'ajoutait. Je n'ai jamais accepté personne. Une année tranquille est passée, sans nouvelles de lui. Dieu merci. Il y a 3 mois, j'ai vu sur mon Instagram professionnel qu'il regardait encore mes stories. Je l'ai immédiatement bloqué. C'est incroyable comme il ne s'est jamais complètement détaché, n'a jamais accepté que je me détache et ne lui parle plus jamais.
Peut-être que mon silence a été assourdissant pour lui. Après lui, je ne me suis plus mise en couple de façon sérieuse. J'ai eu un peu de difficulté au début à faire confiance aux gens. J'ai fait de la thérapie. Les thérapeutes ont aussi besoin de thérapie. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que parce que j'avais vécu cette situation difficile dans mon adolescence, je cherchais toujours à me venger des hommes. Je tombais amoureuse perdument. 2 ou 3 jours après, c'était comme si rien ne s'était passé, comme si je ne ressentais absolument rien. Et il se demandait, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Dans mon inconscient, c'était comme, vas-y, fais-le tomber amoureux de toi, puis venge-toi de lui, abandonne-le, comme ton adolescente s'est sentie quand tu étais victime. On cherche toujours le réconfort dans le chaos, parce que c'est comme ça qu'on a été façonné quand on était enfant ou adolescente. J'ai réalisé ça et j'ai compris que je répétais ce schéma après ma séparation avec lui. J'ai tout arrêté. Je suis retournée en thérapie. J'ai compris beaucoup de choses et après ça, tout s'est calmé. Aujourd'hui, je ne suis avec personne, mais je n'ai pas de problème à me mettre en couple. C'est juste que mes critères standardisés sont un peu plus élevés maintenant. De nos jours, ce n'est pas si facile de trouver quelqu'un à la hauteur ou quelqu'un qui corresponde à notre style, notre rythme de vie. Mais je n'ai plus de problème relationnel. Dieu merci. Qu'est-ce que j'ai tiré comme leçon de tout ça? Quelle était ma réflexion après avoir vécu tout ça, surtout cette dernière relation folle? Tout a une raison dans notre vie. Tout a vraiment une raison. Donc au lieu de me concentrer sur le problème, je me suis toujours concentrée sur la solution. Dans ce cas, je ne me suis pas victimisée, même si j'aurais eu toutes les raisons de le faire. J'ai beaucoup appris de ça et j'ai compris qu'il devait vraiment passer dans ma vie. C'était quelqu'un qui m'a toujours encouragée. Son passage dans ma vie a été extrêmement important parce qu'il m'a encouragée dans tout. Surtout à entrer en fac. Si je n'étais pas entrée en fac, si je n'avais pas commencé le cours d'hypnothérapie, si je n'avais pas investi dans d'autres formations, regardez à quel point je suis devenue grande après lui. Je me sentais comme rien et j'ai grandi. D'entrepreneuse prospère, je suis devenue étudiante en ergothérapie, puis thérapeute. J'ai fait 2 formations en hypnothérapie, 2 spécialisations en hypnothérapie, 2 formations en psychanalyse, 2 formations en santé mentale à Harvard. Regardez tout ce que j'ai réussi à atteindre grâce à lui. Pas par son mérite, mais grâce à son passage dans ma vie. Parfois, on se concentre tellement sur les mauvaises choses qu'ils ont laissées en se victimisant, au lieu de regarder les choses qu'on peut prendre pour notre vie et s'améliorer. La leçon. Il devait vraiment passer par ma vie. Il devait rester dans ma vie pendant ce temps pour que je puisse le surmonter plus facilement et faire ses formations, étudier, travailler. Si je n'avais pas vécu tout ça, je ne ferais pas tous ces cours, je ne travaillerais pas comme psychanalyste et encore moins je ne ferais ces vidéos sur TikTok, là où tout le monde m'a trouvé. Regardez l'héritage qu'il m'a laissé. Non, regardez le terrain qu'il a préparé pour mon héritage. Si je pouvais donner un conseil à ceux qui vivent de la même situation, à ceux qui se séparent, fais confiance. Fais confiance à ton instinct et n'aie pas peur. N'aie pas peur. Pense à toutes les fois où tu pensais ne pas y arriver et tu as réussi. Pense à toutes les fois où tu pensais que ce serait très difficile, mais tu y es allé et tu l'as fait. Tu n'es pas né en sachant marcher et tu as marché. Tu n'es pas né en sachant parler et tu as parlé, faire du vélo. Donc tout un jour dans ta vie, tu as réussi.
Alors surmonter cette relation sera une chose de plus. Concentre-toi sur la solution, pas sur le problème. Il y a une phrase que j'adore, que j'utilise pratiquement quotidiennement. C'est comme un mantra pour moi. Chaque fois que je suis dans une situation où je pense que je ne vais pas y arriver, je me souviens de cette phrase en anglais. What you're not changing, you're choosing. Ce que tu ne changes pas, tu le choisis. Ce que tu n'es pas en train de changer, tu l'acceptes. Donc si tu ne changes pas ta situation aujourd'hui avec ton mari, avec ta relation, avec ton travail, tu choisis de rester là. Fais très attention à tes choix pour ne pas te plaindre après et ne pas te victimiser. Parce que celle qui se met dans cette position, c'est toi.